Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Faites une pause sur RCF Sarthe. Au sommaire de cette deuxième émission, nous parlerons de la forêt à l'approche de l'automne et plus particulièrement des envies de forêt en compagnie de Jean-François Clémence de l'association Bercer Naturellement. Karine Borras vous présentera une entreprise vertueuse dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Puis au chapitre des sorties, aujourd'hui nous vous parlerons de l'incontournable foire du Mans. Voilà le programme de l'émission du jour, on file tout de suite en forêt. Bonjour Jean-François Clémence. Oui, bonjour. Vous êtes membre de l'association Bercer Naturellement et vous nous faites l'amitié de revenir pour une nouvelle saison sur les ondes de RCF Sarthe afin de nous donner bien régulièrement votre regard sur la forêt, même la nature et l'environnement de manière plus globale. Et pour votre première chronique et intervention de la saison, vous nous parlez de l'automne qui arrive très prochainement et des envies de forêt qui vont avec. D'abord, grand plaisir de vous retrouver tous. Ben oui, l'automne, même si la chaleur continue à faire un petit peu des siennes, l'automne va venir. Mais avec l'automne, je pense qu'on vont venir tout un tas d'envies de forêt, puisque l'automne, c'est le moment du brame du cerf, c'est le moment des champignons, du ramassage des châtaignes, de toutes ces activités qu'on a bien envie de faire seul ou en famille d'ailleurs, dans la forêt ou dans les bois des alentours. Donc ça, c'est l'automne est effectivement une belle saison de forêt. En plus, esthétiquement, ça devient rapidement joli et puis ça nous attire, la température descend. Et peut-être que c'est physiologique d'ailleurs, que notre corps est habitué à ça. Et on va en forêt. On va en forêt, justement, ouais, avec la baisse des températures que vous évoquez. La forêt est un joli terrain de randonnée. C'est très propice à cela cette saison, l'automne. Ouais, alors c'est effectivement, la forêt est un joli terrain de jeu pour toutes ces activités qu'on a envie de faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier qu'elle est avant tout une forêt. Et que nous, quand on y entre, on est un petit peu, quelquefois, des intrus. Et qu'il faut adopter des comportements de personnes civilisées. Dans les bois, on peut jouer au sauvage de temps en temps, mais tout en restant civilisé. Je prends par exemple ce qui a lieu en ce moment, qui est le brame du cerf. Oui, c'est tentant d'aller l'écouter, mais oui, on peut l'écouter tranquillement. On s'arrête sur le bord de la route, on claque pas les portières, on écoute tranquillou le cerf qui brame ou qui brame pas d'ailleurs. Mais on va pas essayer de le chercher à l'éclairer, à l'approcher, à le déranger d'ailleurs, puisque dans sa période de reproduction qui est importante pour l'avenir des populations, on le laisse tranquille, on écoute discrètement, et puis quand on a fait son plein d'émotions fortes et de sensations, on repart tranquillou. Tout ça pour dire que la forêt, c'est toujours un comportement de personnes civilisées. De même, par exemple, pour les champignons, on ramasse pas tout, on respecte les conditions de ramassage. Par exemple, en forêt domaniale, il y a une journée d'interdiction, c'est le jeudi, on la respecte. Et puis, on ne ramasse pas plus de 5 kilos par personne, de façon à pas tout ravager. On ne casse pas les champignons qu'on connaît pas. Tout ça, ça fait partie de comportements que chacun doit adopter dans cette période où on va être un peu plus en forêt peut-être qu'on était pendant l'été, l'été on va souvent ailleurs chercher les vacances et le frais. Voilà. Non, c'est vrai que c'est toujours bien de le dire et puis on ne le cesse d'ailleurs de le répéter avec vous sur RCF Sarthe pour celles et ceux qui vous connaissent. La forêt est à tout le monde, elle se partage et donc comme vous le dites, il faut avoir le comportement adéquat. Ben oui, vous venez de prononcer le mot, c'est le partage du territoire, le partage de la forêt. Je bénéficie, elle me fait cadeau de moments intéressants chez elle, puisque je suis chez elle. Mais il y en a d'autres qui espèrent aussi partager ces moments. Donc, on partage le territoire en respectant l'autre. On ne fait pas tous les mêmes activités. Effectivement, certains font du vélo, certains font du cheval, certains font de la randonnée à pied, d'autres font de l'observation tranquille, d'autres s'assoient au pied d'un arbre et méditent sur les activités qu'ils font. Donc, respectons toutes les activités de la même façon. Et puis, restons tranquillement dans notre coin. Aussi, on rencontre, on dit bonjour, on parle si la personne a envie de parler, et où on s'en va tranquillement, mais on partage sans chercher à dire oui, mais moi je, ou moi, ou il fait, ou non. La forêt est à tout le monde, mais la forêt se partage, et la forêt se partage dans la discrétion et le calme, puisque c'est normalement un endroit
calme. Et puis on respecte aussi ceux qui travaillent, puisqu'il y a des gens qui travaillent. Donc si nous on se promène, le bûcheron, le débardeur, les ouvriers forestiers, chacun travaille dans son coin, gère la forêt. Respectons leur travail, on respecte les distances réglementaires avec un chantier, par exemple forestier, où il y a quand même certains dangers à l'abattage des arbres, au débardage. Donc là aussi, on se tient à distance, on respecte les choses. Et dans ces cas-là, ça se passe bien. Hein. Ouais, la forêt, c'est aussi un terrain de chasse. Donc forcément, il faut aussi respecter les chasseurs quand ils sont en forêt, respecter les panneaux chasse en cours pour avoir évidemment toutes les règles de sécurité qui vont avec et éviter les accidents. Bien sûr, parce que c'est le b.a.-ba des choses. La chasse, chacun en pense ce qu'il veut. Ce que l'on sait, c'est qu'on a besoin de chasseurs pour réguler les populations d'animaux en forêt, puisque sinon c'est la forêt qui en pâtit. Donc, effectivement, les actions de chasse présentent un certain danger, mais qu'on maîtrise très bien en respectant les consignes. Alors, c'est pour le domanial, c'est assez facile, puisque l'Office publie les calendriers de chasse dans tous les massifs sartois. Et on peut très bien s'en servir. On sait que tel jour, ça chasse à tel endroit, donc on évite d'y aller. Et puis, quand on rencontre les chasseurs, on est courtois, on discute, et puis généralement, ils indiquent les endroits où on peut aller à ce moment-là. Mais le mieux, c'est d'éviter d'y être quand ils y sont. Comme ça, le danger. Et on a les autres jours pour nous. Hein, les jours de chasse à tir en forêt, le lundi et le jeudi, sont tout à fait évitables. Et puis, chacun son tour dans le milieu. Alors, on a parlé de pas mal d'activités, randonnée, profiter du brame du cerf, aller aux champignons, simplement flâner en forêt. Vous, à titre personnel, c'est quoi votre petit péché mignon à l'automne en forêt ? Moi, je continue tranquillement mes petites affaires. Je me promène beaucoup, surtout le matin et le soir, hein, à la fraîche, comme on dit, hein, quand la forêt est calme et quand la forêt vit, puisque dans la journée, la forêt est souvent calme, puisque la vie forestière de la nature se fait beaucoup la nuit. Donc, je me promène et puis j'observe, je regarde. On rencontre beaucoup de gens, ça permet d'échanger aussi beaucoup avec les personnes qui y sont, que l'on rencontre, qui ont souvent des intérêts différents des miens. Et on échange, on discute, on parle de tout en forêt. On peut parler littérature, on peut parler sport. Il y a un maître mot quand on y va. Celui-là, c'est je pense, le plus important. C'est prendre son temps, laisser le temps, les précipitations, nos habitudes de gens soi-disant civilisés à l'extérieur de la forêt et prendre son temps pour la regarder elle. Et puis évidemment toujours penser forêt avant d'envisager d'y faire quoi que ce soit. Bien sûr. Savoir si ce que l'on envisage de faire est compatible avec ce qu'elle est. Alors, effectivement, elle ne va pas protester énergiquement en faisant beaucoup de bruit, hein, mais on sait que piétiner des plantations, c'est dangereux pour les petits arbres, que de déranger les animaux qui vivent, c'est dangereux pour eux et c'est dangereux pour nous, parce que ça crée, par exemple, des collisions de voitures, parce que les animaux fuient. On sait aussi que on n'apporte pas de feu dans une forêt, on fume pas, on fait pas de barbecue. Pour éviter les gros risques d'incendie que l'on connaît actuellement. Donc tout ça, c'est d'abord, est-ce que la forêt supportera ce que je fais ? À commencer par le moment où on a une idée d'action de groupe, hein, d'action de masse. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est pas compatible ? Si c'est pas compatible, on fait pas. On attend un autre moment où la forêt est plus réceptive. Merci beaucoup, Jean-François Clémence, pour votre première chronique de la saison sur les ondes de RCF Sarthe. On se retrouve très bientôt. À bientôt. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien à l'écoute de Faites une pause sur RCF Sarthe, nouvelle intervenante dans cette émission. Une fois par mois, vous allez retrouver Karine Boras, que vous connaissez certainement si vous écoutiez la chronique Passé au vert la saison dernière. En compagnie d'Agnès Milot, elle nous parle aujourd'hui de rénovation des bâtiments. Bonjour Karine. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de rénovation du bâtiment. Alors ça, c'est un vaste sujet. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les chantiers, que ce soit de rénovation ou de construction, il y a un énorme problème. C'est que souvent, ce sont des gens qui sont importés pour les besoins du chantier. C'est-à-dire que une entreprise a un marché, elle sous-traite ce marché. Les entreprises qui obtiennent le marché, sous-traitent elles-mêmes le marché, qui elles-mêmes sous-traitent le lot qu'ils ont obtenu, etc. infiniment. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui viennent souvent d'autres pays et qui sont importés
Il n'y a pas d'autre mot pour les besoins. C'est ce qu'on appelle de l'esclavagisme moderne. Ce sont des gens qui sont très très peu payés, puisqu'en fait chacun prend sa marge et c'est un bout de course, il n'y a plus grand-chose, donc pas grand-chose pour payer les gens. Ils sont importés, c'est de l'esclavagisme, ce sont des gens qui ne sont pas beaucoup payés, qui dorment dans des camionnettes, on ne sait pas comment ils mangent. Il faut savoir que comme ce sont des gens qui ne sont pas forcément déclarés, quand il y a un accident de chantier, on ne les soigne pas. Il y a même des conditions qui sont pires qui peuvent arriver. Donc, et c'est la question des droits humains, carrément. Mais c'est complètement la question des droits humains. Et à l'inverse, il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Carmine, qui est en région parisienne, avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Carmine. C'est l'entreprise que son grand-père, je crois, avait créée, et qui dirige aujourd'hui avec son frère. C'est une société de rénovation du second œuvre du bâtiment. Et ce monsieur, il a des salariés qu'il appelle ses compagnons. Voilà, donc ça donne un petit peu l'état d'esprit de la relation qu'il a avec ses collaborateurs. Et il y a une vingtaine d'années au moins, il s'est dit, c'est pas normal. Mes compagnons, sur les chantiers, manipulent des tas de produits toxiques à longueur de journée. Je suis responsable de leur santé. S'ils sont malades, c'est de ma faute. Et je ne veux pas qu'ils soient malades. Donc comment je fais ? Donc il est allé voir des fabricants en leur disant, écoutez, voilà, vous pourriez pas mettre un peu moins de cochonnerie pour l'être humain à l'intérieur. Et il a obtenu des modifications de la part du fabricant. Et puis sur les chantiers, il y a beaucoup d'accidents. Et donc il s'est dit, comment est-ce que je fais pour qu'il y ait moins d'accidents ? Et du coup, il s'est dit, je vais mettre une prime au non-accident. Et donc, ce sont les collaborateurs sur les chantiers qui disent, attends, t'as pas mis ton casque là, parce que moi je veux ma prime. Donc il a pris le problème à l'envers. Il a pris, comme d'habitude en développement durable, le problème à l'envers. Donc du coup, il a quasiment plus d'accidents, puisqu'ils se font tous la guerre, surtout que de mois en mois, quand il n'y a pas d'accident, la prime augmente. Donc c'est une excellente motivation. Et ensuite, après, il s'est dit, oui, mais les produits sont quand même vraiment pas bons. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser moins de produits, moins toxiques, moins d'emballage ? Les chantiers, il y a énormément de pollution sur les chantiers. On rejette des eaux des eaux très très polluées avec des produits très toxiques. Il y a plein d'emballages, etc. Et donc il a commencé à mettre en place un certain nombre de solutions. Puis il s'est dit, oui, mais ça suffit pas. Parce que ce que j'ai trouvé là, mes confrères, ils ont les mêmes problèmes. Et je peux peut-être leur donner mes solutions parce que ça va les aider eux. Donc il est allé taper aux portes, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça vous intéresse, voilà. Et il a fini par créer une association qui s'appelle RQE, qui est une association qui est centrée là-dessus. Et cette association, ils ont ensemble, au moment de la COP21, ça a démarré à la COP21, ils ont réussi un exploit qui est un chantier expérimental unique au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rénové 4000 m² des entrepôts historiques des aéroports de Paris, ensemble, en mettant en place des solutions qui n'ont jamais été mises en place. Par exemple, ils ont été voir un fabricant de peinture en disant, nous, on ne veut pas d'emballage. Comment est-ce qu'on fait pour limiter les emballages ? Donc, ils ont eu un emballage géant, une espèce de poche en plastique géante, dans lequel il y avait de la peinture. Et puis ensuite, après, cette poche, elle a servi à autre chose. Voilà. Donc, comme ça, c'est un chantier qui était zéro rejet. Il n'y a eu aucun rejet dans la nature, avec le minimum d'emballage. En plus, zéro accident et zéro carbone. Ils ont étudié tout pour limiter le bilan carbone et le résiduel. Ils ont planté des arbres. Preuve donc encore une fois, Karine, que toutes ces entreprises, dès qu'elles font preuve d'un petit peu d'ingéniosité ou qu'il y a cette envie, ce désir tout simplement de protéger la planète, ça peut mener à de très belles choses. Ah oui, avec des inventeurs magnifiques. Merci encore pour cette belle histoire que vous nous avez racontée. On vous retrouve le mois prochain. Merci, à bientôt. Merci Agnès Milo pour la réalisation de cette interview. Place maintenant à notre sortie de la semaine dans Faites une pause. On s'intéresse à la foire du Mans. Nous sommes avec Isabelle Léon Robin de l'Office de tourisme Le Mans Métropole. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors Isabelle, pour votre première intervention de cette saison sur les ondes de RCF Sarthe, vous nous parlez aujourd'hui d'un événement incontournable, j'ai envie de dire, de la rentrée au Mans, la foire du Mans, autrement appelée également la foire des 4 jours. Oui, tout à fait. Cette année, du 14 au 18 septembre, il y aura la foire du Mans. Alors, je dirais que c'est un événement incontournable de la rentrée, puisque tous les Manceaux qui se respectent, aiment à fréquenter ce site pour savoir ce qu'il y a de nouveau, ne serait-ce que passer un moment de convivialité, retrouver des amis, retrouver des relations, voir ce qui se
se passe dans les nouveautés au niveau des travaux. Et généralement, ce que l'on remarque, c'est que les visiteurs qui viennent au centre des expositions, généralement, c'est qu'ils ont une idée bien en tête. C'est qu'ils ont soit refaire leur terrasse, ou bien faire construire une véranda, ou bien peut-être une piscine. Ça peut être des projets bien précis et ils souhaitent bien rencontrer des professionnels, discuter. Alors si on fait un peu un historique de cette foire, alors déjà évidemment en France le phénomène des foires date d'il y a bien longtemps maintenant, mais c'était vraiment des événements centrés autour d'une ville et d'une population. Oui, tout à fait. Alors ça c'est vraiment intéressant de voir sur le plan sociétal, car bien avant le Moyen-Âge, on sait qu'il y avait des lieux, des villes qui étaient réputées pour leur foire. Alors la foire, c'était tous les marchands possibles et inimaginables qui se retrouvaient à un instant T sur une bonne dizaine de jours. C'était vraiment, faut se remettre dans le contexte de l'époque. On ne faisait pas des centaines de kilomètres comme maintenant. Il fallait bien se retrouver avec des grosses marchandises, des marchandises importantes. Et puis souvent, bien on avait toujours peur des brigands de grands chemins et des routes. Donc résultat, à partir du Moyen-Âge, il y a ces foires et on sait que certains sites étaient importants pour telle ou telle spécificité. Dans notre région, dans le Grand Ouest, il y avait dans la Mayenne, Goron, qui était une place importante, une place de foire. D'ailleurs, il y a toujours cette place de la foire. On sait que les marchands affluaient vers ce site et restaient à peu près 15 jours. Et puis au Mans, on sait que ça durait quelques jours. Et la particularité très rapidement de cette ville, c'est que contrairement aux autres villes comme à Nantes, comme à Angers ou à Caen, nous, on s'est toujours distingué par une foire aux dimensions plus réduites. C'était 4 jours, puis ensuite 5 jours, d'où le surnom de foire des 4 jours. Et maintenant, c'est la foire du Mans, puisqu'elle dure 5 jours. La particularité de la foire du Mans, c'est qu'elle est une des rares foires du Grand Ouest à présenter des animaux. C'est aussi très important pour les agriculteurs d'avoir une vache qui est primée ou un taureau qui est primé parce qu'on a reconnu les qualités intrinsèques à la race. Alors pour cette nouvelle édition, vous parlez des exposants, j'en profite, vous m'avez fait la transition, ils seront 450 cette année ? Oui, il y a à peu près 450 exposants en règle générale, donc ça fait partie des grandes foires. Et l'année dernière, alors c'était une édition vraiment très importante puisqu'il y avait 145 000 entrées, visiteurs, ce qui est quand même exceptionnel en 5 jours. Et puis, cette année, ce sera la grande surprise. Mais en règle générale, c'est 90 000, 100 000 visiteurs en règle générale, ce qui est déjà pas mal parce qu'on n'a pas à rougir quand on fait des comparaisons avec d'autres sites comme Nantes ou ailleurs, ou d'autres villes comme Angers ou autres. Et parce que, au niveau des entrées, on se tient très très bien. Et au niveau des horaires, du 14 au 18, ce sera ouvert toute la journée. Voilà, ce sera ouvert toute la journée. En règle générale, à partir de 9h30. Bien entendu, je vous invite à aller sur le site internet pour avoir de plus amples précisions pour savoir, parce qu'il y a des nocturnes également certains jours, le vendredi, le samedi, et puis il y a des petits concerts, des expositions qui sont proposées. J'invite nos auditeurs à aller sur les sites pour avoir de plus amples informations pratiques. Merci beaucoup Isabelle Léane Robin et puis à bientôt sur les ondes de RCF Sarthe. Merci à vous Benoît et à très bientôt. Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si jamais vous avez raté le début, vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr.